Des tueries à répétition sont signalées dans le territoire de Mambasa en Ituri. La société civile rapporte que la chefferie de Babila Babombi serait encerclée par les ADF et leurs supplétifs. Au Nord Kivu, un élève a trouvé la mort ce mercredi par balle perdue à Nyiragongo. Les blessés victimes de l'incident ont été admis dans un hôpital local. Enfin, rencontre ce mercredi au Grand Marché entre les travailleurs chez les expatriés et une délégation du gouvernement provincial. Il était question pour l'équipe gouvernementale de s'imprégner des revendications des grévistes. Merci d'avoir choisi la chaîne du repos pour vous informer de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. Tuerie des paisibles citoyens dans quelques localités. C'est la situation actuelle de Mambasa en Ituri. Selon la société civile qui confirme l'information, la chefferie de Babila Babombi est encerclée par les ADF et leurs supplétifs dont les Maïmaï, d'où cet appel aux autorités de sécuriser la population. Regardez. Les tueries deviennent fréquentes à Mambasa, confirme la société civile. La situation que traverse les territoires de Mambasa est très grave que l'on ne peut vraiment imaginer. Les alertes viennent de partout par les services de monitoring, non seulement de la société civile, mais aussi des défenseurs des droits de l'homme, signalant ici des tueries de paisibles citoyens dans plusieurs localités. Le cas le plus récent est observé ce week-end dans la localité de Lianga, mais aussi à Ebandilongo, des localités certainement situées dans la chefferie de Babila Babombi, dans le groupement Bakaeko. Il est signalé que jusqu'aujourd'hui, dans la localité de Lianga, encore 16 hommes et 4 femmes, leurs corps gisent encore sur terre, après être égorgés par les ennemis de la paix. Selon toujours cette société civile, la chefferie de Babila Babombi est déjà encerclée. La chefferie de Babila Babombi est déjà encerclée par les ADF et leurs supplétifs, dont les Maïmaï. Longtemps pointé des doigts d'être ou être en train d'entreprendre des activités d'exploitation minière dans le groupement Bakaeku. D'où son appel aux autorités de sécuriser la population. Tout en condamnant ces tueries dans le groupement Bakaeko et dans la chefferie de Babila Babombi tout entière, nous appelons aux autorités chargées de sécuriser la population, de monter des mécanismes les plus adéquats pour que la population puisse se sentir réellement sécurisée dans leur zone. En tout cas, les Mambassiens ont besoin de la paix. Toujours en sécurité, un incident tragique impliquant des blessures par balle perdue et décès d'un élève pendant les heures des classes s'est produit au courant de la journée de ce mercredi en septembre en territoire de Nyiragongo. Les victimes, qui étaient principalement des jeunes civils, ont été transportées d'urgence à l'hôpital local pour recevoir des soins médicaux appropriés. Suivez plutôt ces réactions. C'était tout juste à l'heure de décès. Alors l'enfant, quand il était assis au travail, les enfants écoutaient les premières balles. Moi, je me suis dit soit c'est le pneu qui vient de s'écraser. Par après, il y a eu les deuxièmes balles. Alors c'est là que j'ai pris les enfants. Les enfants allaient pleurer, madame, mais c'est quoi au juste? Moi, je suis blessée. Il y a des filles qui sont blessées au niveau des doigts et au niveau de la jambe. Et l'autre aussi, moi je l'ai vu, soit il se cachait sous le pupitre. Alors, lorsque j'ai vérifié pour la deuxième fois, l'enfant déjà il était décédé. Et selon vous, les militaires étaient loin de ce bâtiment ou bien ils étaient à côté? C'est derrière. Derrière? Derrière le bâtiment, parce que les balles ont traversé le vol de la fenêtre. Est-ce que c'était bien visé ou bien c'était pas? Ainsi, quand j'étais au bureau, j'ai vu l'enseignant qui sortait de la classe, me disant qu'on devait tirer sur un enfant. Et on a remarqué que c'est l'enfant professeur Denis qui a été tiré au niveau de la tête. On a perdu la vie, c'est tiré au centre de santé. Aider les filles de faire leur travail, que la justice fasse son travail. Unasikia masasi napigia pa kubariere, apres kupigia pa kubariere, mwalimu yeye alikuwa masomo anakalme batoto, apres kalme batoto,
quelques minutes tunaona soda wa mzalendo anatokea kubareko kunakimbia kufika mlembo ya masomo anafanya nini? Tunaona na kila masomo tunaona madama yalikuwa masomo iko nakimbia na mtoto na kidole. Hapo kukimbia na mtoto tunaona mwingine mtoto anakasha dunia manani mkono. Kwenda fungula saa tena kutana mtoto anafanya nini? Hata mpiga risasi ya mkichwa aisha kufa. Ndio tumefanya nini? Ndio tumetumizia ile for hospital. Tunaona wazalendo na soda kuvena kwa fani na kwa kimya kule mwingine mzalendo. Tuambie nyame dunia mtu mmoja alikufa. Naomba guverneur atusaidie sekirite yenye na sidi hapo Mnyiragongo, atusaidie sekirite feni mshuke, afisi atoshe banani basoda pembeni. Les élèves de plusieurs écoles du territoire de Kasenga dans le Katanga ont reçu des kits scolaires. Ce don remis par le président du Sénat vient soulager les parents. Près de 4500 élèves ont bénéficié de cet acte de bienfaisance du président du Sénat qui avait été élu député national dans cette circonscription. Patrick Isso nous fait le point. À Kasenga où il séjourne en vacances parlementaires, le président du Sénat a apporté le sourire aux élèves de cette partie du territoire national. Jean-Michel Samalou Kondé a offert à tous des kits scolaires, un geste salutaire qui vient en appui et en accompagnement aux efforts du gouvernement central dans le secteur de l'éducation nationale. Près de 7 écoles en ont bénéficié. Moi, je viens apporter aussi mon petit édifice pour accompagner ce programme et soulager les parents. Parce que la gratuité de l'enseignement, c'est pour permettre à ce que nous puissions avoir plus d'élèves à l'école et alléger les parents. Je viens aussi les alléger à mon tour avec ces petits kits scolaires qu'on va distribuer à chacun d'entre vous. Ici, bien sûr, ce n'est qu'un échantillon. Ce même exercice, ce kit scolaire, on ne va pas seulement le donner dans cette école. On va le donner aussi à tous vos amis, tous les élèves des autres écoles, ici à Kasenga, centre, mais aussi dans les autres secteurs de Kasenga. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a exhorté ses élèves à travailler d'arrache-pied pour gagner le pari de cette année scolaire, à savoir la réussite. Vous allez travailler très dur cette année parce qu'on ne veut voir personne échouer. On veut vous voir tous réussir et on veut vous voir tous être demain des grands hommes, des grandes dames qui vont construire notre pays. Un geste louable et généreux qui a permis à plus de 4500 élèves à retourner à l'école sans charger les parents. Jean-Michel Sama a ainsi rencontré l'assentiment des filles et fils de Kasenga qui n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction par des applaudissements à leur bienfaiteur, président du Sénat, Jean-Michel Sama. Les enseignants ont aussi exprimé leur joie. Et puis la population du Grand Katanga a appelé à l'unité et à la cohésion autour du président de la République pour le développement de la RDC. L'appel est du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, en vacances parlementaires dans cette partie du territoire national. C'est l'essentiel de son discours dans les rassemblements et audiences accordées aux personnalités du Grand Katanga le mardi 10 septembre. Patrick qui se revient. Il a sillonné le Grand Katanga, le président du Sénat qui a communié avec toutes les couches sociales de cette partie du territoire national durant ses vacances parlementaires, a insisté sur le travail tout en appelant à l'unité et à la cohésion nationale autour du président de la République, ce avant de recueillir les préoccupations des populations. C'était l'occasion surtout aussi de leur demander ce soutien que nous devons apporter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la question sécuritaire que nous avons à l'Est de la République, nous devons tous être rangés comme un seul homme et le soutenir. Et finalement, un message de cohésion, d'unité pour le développement du pays en général. Et donc, c'est un message qui a été très bien reçu. Nous avons été aussi à l'intérieur de la province, particulièrement à Kasenga, où là, nous avons été dans une activité dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, étant donné que nous sommes à une rentrée scolaire, voir l'effectivité et accompagner bien sûr celle-ci. Finalement, au niveau aussi des infrastructures routières sur lesquelles il y a eu aussi des grandes demandes. Et donc nous repartons avec un rapport complet de toutes ces couches que nous avons rencontrées, la société civile, le secteur privé
pouvoir faire notre rapport parlementaire et rester dans le suivi de ce. Ce n'était qu'une première visite, une première vacance parlementaire. Nous en aurons d'autres par la suite. Jean-Michel Samaloukonda a eu le temps de palper du doigt les réalités socio-économiques de la population. Il a été en vacances parlementaires dans cette partie du pays parce qu'il a été élu député national lors des dernières élections avant d'aller au Sénat. Pour boucler son séjour, le président du Sénat a reçu les députés provinciaux et les autorités traditionnelles du Tanganyika avec qui il a parlé de l'unité et de la cohésion nationale. Autre titre, le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet rectificatif exercice 2024 étaient au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et la première ministre accompagnée de son équipe. Au sortir de ces entretiens, Judith Souminoa Toulouka rassure du dépôt de ces projets dans le meilleur délai. Je vous propose plutôt de suivre les propos de la première ministre. Parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Non, dire que les travaux n'ont commencé que depuis un mois n'est pas exact. Nous sommes investis depuis le 12 juin et le travail a commencé parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale et donc partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Donc disons qu'il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en 2 mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État les 3 projets de loi, donc projet de loi portant reddition des comptes, projet de loi rectificatif pour l'exercice 2024, projet de loi pour des finances pour 2025. Donc tout cela a été validé en conseil des ministres extraordinaire lundi. Et donc, ça faisait partie de nos échanges aujourd'hui. Et donc, ce sont tous ces documents-là qui vont être déposés en respectant les délais constitutionnels. La première ministre Judith Souminoa Toulouka a participé à l'ouverture de l'Expo Béton présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Judith Souminoa a visité les différents stands des entreprises qui prennent part à cette activité. Celle-ci met en lumière les questions cruciales des normes et des assurances dans le secteur des bâtiments et travaux publics en République démocratique du Congo. C'était le mardi 10 septembre au centre financier de Kinshasa. Patrick Issou. Après le lancement officiel de la 8e édition fait par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Souminoa et le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et habitant en charge de la politique de la ville Didier Tengelito ont visité les stands des entreprises prenant part à l'Expo Béton RDC. Cette activité met en lumière des questions cruciales concernant le contrôle des normes et des assurances dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en RDC. Elle préconise la création d'une agence nationale de normalisation indépendante et professionnelle pour renforcer le contrôle des normes dans le secteur des bâtiments et travaux publics en République démocratique du Congo. À ce sujet, le gouvernement Souminoa est à pied d'œuvre pour la concrétisation des actions prévues au pilier 3 de son programme d'action qui postule que la modernisation des infrastructures de transport et de l'aménagement du territoire joue un rôle essentiel
dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. Le gouvernement s'efforce de répondre aux besoins essentiels du secteur privé et de ménages tout en garantissant un avenir prospère pour tous les citoyens congolais. Cet événement qui rassemble des acteurs clés du secteur va se poursuivre du 14 au 20 septembre au port de Matadi dans la province du Congo central. Et dans le reste de l'actualité, les travaux de construction du port en eau profonde de Banana reprendront très bientôt. La question a été au cœur de la réunion présidée par le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Toutes les parties impliquées dans ce projet étaient bien présentes. C'était le mardi 10 septembre à l'immeuble du gouvernement central à Gombe. Patrick Issou encore une fois de plus. La reprise des travaux de construction du port en eau profonde de Banana, c'est le menu de cette réunion présidée par le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo. Outre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, cette réunion a connu la présence des représentants des autres ministères concernés par ce projet ainsi que du représentant du COPIREP. Le chemin est ainsi balisé pour la reprise des travaux, a fait savoir le directeur général de l'ONATRA avant d'indiquer que ce port en eau profonde va rendre plus compétitive l'économie congolaise. Nous avons vraiment avancé, je crois qu'on a même clôturé. Il va rester des formalités d'usage. Il est acté que l'IPOD va commencer les travaux d'ici un mois. Voilà, c'est acté et le goût est donné. Ça peut pas tuer. Et ils ont leur port en eau profonde. Nous avons aussi les droits d'en avoir chez nous. Et la concurrence va créer l'émulation. Ceux qui auront des voies d'évacuation à l'intérieur de leur pays plus efficaces gagneront le marché. C'est désormais une réalité. Et là, nous attendons de la part de nos partenaires du DPOD qui vont nous envoyer le chronogramme du début de travaux. Mais ce qui est vrai, c'est que d'ici un mois, il commence. La construction du port en eau profonde de Banana ne fait l'ombre d'aucun doute. Elle constitue actuellement une réalité, a souligné le directeur général de l'ONATRA. D'un ministère à un autre, le ministre des Finances a échangé avec les agents et cadres de la DGRAD et la DPRC. Lors de cette rencontre, le ministre Doudou Fwamba a martelé sur l'importance stratégique de la reddition des comptes. Rachel Adassaliwala nous en dit beau. Lors de ces échanges avec les agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et participation DGRAD, ainsi que ceux de la Direction de la préparation de la reddition des comptes DPRC, le ministre des Finances a souligné l'importance stratégique des redditions des comptes, pilier opérationnel pour assurer la redevabilité dans les dispositifs institutionnels des finances publiques. Il a annoncé la mise en place d'un plan de formation spécifique destiné aux agents de ces deux directions. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à exploiter pleinement leur expertise afin de contribuer efficacement à la bonne marche de l'État. Le ministre Doudou Fwamba a tiré la sonnette d'alarme face aux dysfonctionnements observés et a invité l'ensemble du personnel à faire preuve de neutralité dans la gestion de l'administration. Il a fermement dénoncé les tribalismes et a encouragé l'adoption d'une attitude patriotique véritable levier pour la maximisation durable des recettes de l'État. Enfin, le ministre a annoncé qu'une restructuration est en cours avec la promesse d'une mise en place basée exclusivement sur la compétence. Cette réorganisation a pour objectif de rétablir l'ordre et d'assurer que l'intérêt général de l'État prime sur toute autre considération. Le ministre de la Communication et Médias a été l'invité du journal Afrique de France 24 dernièrement. Patrick Mouyaya Katembwe a répondu aux différentes questions sur la situation actuelle du pays, la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la gestion de la variole du singe ou encore la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement a donné des réponses qu'il faut. Patrick Issou nous fait le résumé. Répondant à la question sur les mesures prises sur la tentative d'évasion à Makala par rapport à la promiscuité, le porte-parole du gouvernement congolais a réservé une réponse qui refute certaines allégations des ONG nationales. La question, elle était déjà prise en charge, chère Myriam, puisque vous suivez de près l'actualité congolaise en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice avait déjà commencé les processus de désengorgement
de la prison, parce que nous savons, et ce n'est pas seulement le cas de Kinshasa, il y a un programme dans le pays qui vise notamment à construire de nouvelles prisons. L'incident qui est arrivé va accélérer le processus qui avait déjà commencé. Et en plus de ce qui a été dit aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, il y aura une vigilance plus accrue au niveau des services pénitentiaires pour arriver à détecter ces types de comportements qui auraient pu dégénérer à des problèmes un peu plus graves. À la question sur la gestion des mpox, surtout en parlant des priorités, Patrick Mouyayana a donné une réponse nette. Nous contrôlons la situation. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, nous avons une certaine expérience dans la gestion de l'épidémie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple de statistiques de 20 000 cas suspects, c'est parce que nous faisons la recherche active pour arriver à les identifier. D'ailleurs, dans le 20 000 cas suspects, 10 000 cas sont établis parce que dans le 20 000, on a compté toutes les maladies qui ressemblent. Vous pouvez avoir la varicelle, la rougeole, on les a mis tous dans le cas de 20 000, mais lorsque les analyses des laboratoires sont terminées, il y avait à peu près 10 000 pour un taux de létalité de 3%. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous n'avons pas seulement des stocks de vaccins, mais nous avons aussi des stocks de médicaments qui nous permettent, en tout cas, de prendre en charge gratuitement tous ceux qui sont touchés par cette épidémie. Enfin, pour la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la solution est déjà envisagée, a fait savoir le porte-parole du gouvernement congolais. Sur la question, il faut peut-être plus parler du M23, il faut parler clairement du Rwanda. Il y a des différents rapports qui l'ont attesté, la question ne se pose plus. Ce que je peux dire, c'est que le processus de Luanda autour du président angolais a été relancé. Il y a eu des réunions ministérielles, il y a eu des réunions d'experts. Et aujourd'hui, nous travaillons sur deux plans. Il faut d'une part neutraliser les FDLR, et d'autre part, il faut que les forces rwandaises s'y retirent. Je pense le 14 septembre prochain, il y aura une nouvelle réunion ministérielle qui va essayer d'analyser les rapports des experts. Mais on peut noter que les cessez-le-feu, par exemple, il est globalement respecté, même si ça et là, nous déplorons des incidents par rapport à la sensibilité de la région. Mais nous pensons que nous sommes sur une bonne voie qui peut nous permettre de parvenir à la paix. Comme toujours, le ministre de la Communication et Médias continue de défendre la RDC dans tous les médias étrangers avec le nouveau narratif. Je l'ai annoncé en titre, une délégation du gouvernement provincial avec à sa tête le ministre de l'Emploi, Jésus Noël Cheke, a été dépêché au Grand Marché pour rencontrer les travailleurs des expatriés en grève depuis le lundi dernier. Sur place, les revendications des grévistes ont été reçues en main propre. L'annonce d'une rencontre avec le gouverneur lundi prochain afin de régler ce problème a aussi été faite. Rachel Adassaliwala nous en dit beau. Pour ce qui concerne le contrat de travail et santé du travailleur sont pris en compte. Nous nous sommes convenus avec vos délégués d'être stricts car nul n'est au-dessus de la loi. Chacun doit rester travailler selon son contrat. La liste des solutions que vous venez de nous donner ici, c'est pour qu'on sache ce que vous voulez. Le lundi prochain, vous serez reçus par le gouverneur en vue de trouver des solutions. Oui, c'est la solution que vous proposez. C'est la mission de la bibliothèque. Là, c'est la mission de Awa, maintenant, c'est vraiment là. Aïe, par le camping, au Tchèque. La littérature, vous devez la civiliser. Vraiment, la raison, c'est la même. Dans le pays, c'est la mission de l'équipe de l'équipe ça là. Dans la équipe de l'équipe de l'équipe. Parlons à présent de cette marche pacifique de soutien au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a été organisée ce mercredi 11 septembre par son parti politique NOJEC, à laquelle s'est jointe une grande partie de la population congolaise. Elle avait pour but d'exiger la protection de Maître Constant Moutamba par les autorités du pays, notamment le chef de l'État et la première ministre, ce après avoir été victime de l'empoisonnement et de plusieurs attaques subies suite aux réformes engagées dans le secteur de la justice congolaise. Témoin de l'événement, Nico Kassanda.
C'est les slogans lancés par NOGEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, parti cher au ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, lors de la marche organisée ce jour pour exiger sa protection par les hauts sommets, à savoir le président de la République et la première ministre, après avoir été victime d'empoisonnement avec quelques membres de son cabinet et subi des attaques suite aux réformes engagées visant à assainir la justice congolaise. Partie du terrain de football Mamaemo, la marche a eu comme point de chute la primature où un mémorandum a été remis à la première ministre. Au sortir de la remise de ce mémo, le draft a été lu à la presse. Nous, population de la province de Kinshasa, représentant celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo, aspirant au changement, nous retrouvant en ce lieu baptisé Place de l'Indépendance et symbolisant notre liberté et notre souveraineté acquise au prix du sang de nos martyrs. Voudrions à l'occasion de cette longue marche à travers les principales artères de la ville, province de Kinshasa, capitale de notre pays et siège des institutions, manifester notre soutien sans réserve aux réformes initiées dans l'appareil judiciaire par le jeune ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Moutamba Tungunga, en vue de donner un nouveau visage à notre justice qui a été déclarée malade par son Excellence Monsieur le Président de la République suite à sa fonctionnalité trébuchante. Vous agissez dans la vision du chef de l'État avec l'appui de tout le peuple. Retenez que tous ceux qui se sont battus pour le changement ont eu d'énormes difficultés dans leur parcours, mais ils en sont sortis vainqueurs, car toute arme forgée contre l'évolution sera sans effet. Il faut dire que des milliers de Congolais se sont joints à la nouvelle génération pour l'émergence du Congo en vue de soutenir le ministre d'État Constant Moutamba pour sa détermination à redorer le blason terni de la justice congolaise. Chaque 11 septembre, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le terrorisme, une journée observée pour honorer la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2021 aux États-Unis d'Amérique. Cette date historique désormais reconnue sur le plan international sert à sensibiliser le public aux conséquences dévastatrices du terrorisme et à renforcer la solidarité envers les survivants et les familles touchées. Affermi Vita nous fait le point. La journée mondiale de lutte contre le terrorisme représente une occasion cruciale pour réfléchir aux impacts du terrorisme et renforcer les efforts internationaux visant à prévenir et à contrer ce fléau mondial. Initiée par les Nations Unies, cette journée a été établie pour commémorer les victimes du terrorisme à travers le monde, tout en mobilisant les populations et les gouvernements à la nécessité d'une coopération internationale pour éradiquer cette menace. La date choisie fait écho à des événements marquants, souvent liés à des actes de violence qui ont secoué la conscience mondiale. La journée mondiale de lutte contre le terrorisme sert de catalyseur pour allier les efforts internationaux et pour promouvoir des politiques qui garantissent la sécurité sans compromettre les droits fondamentaux. Elle est un rappel poignant de résilience humaine face à la terreur et l'engagement indéfectible envers la paix. Le terrorisme a des répercussions dévastatrices telles que les pertes en vies humaines, blessures graves et traumatismes psychologiques durables. Selon les derniers rapports, les attaques terroristes ont causé la mort de près de 21 000 personnes dans le monde en 2021, marquant une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Outre les conséquences humaines, le terrorisme ébranle les économies, déstabilise les secteurs clés et entraîne d'importantes pertes financières. En corporation journalistique, 5 journalistes sont provisoirement dans la course au poste de président de l'UNPC, dont le président sortant Modeste Chabana. Le profil des candidats et les attentes des médias sur le choix des électeurs reste une pièce maîtresse. L'UNPC aura bientôt ses nouveaux dirigeants. Ce sera lors du 12e congrès de l'UNPC qui se tiendra à Kinshasa du 17 au 19 septembre prochain. Regardez.
À quelques jours de ce 10e congrès qui réunira les journalistes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, ainsi que le comité scientifique des experts qui choisirent à la tête de l'UNPC pour préserver les valeurs des médias afin de mettre en place des outils pour lutter contre la corruption et réduire les impacts négatifs au sein des médias. Pour ce professionnel des médias, le choix est clair. Le profil du président de l'UNPC, je signale que tous ceux qui ont déposé leur candidature sont journalistes professionnels. Et étant donné que je suis dans ce secteur, je souhaiterais soutenir ou voir Jean-Marie Kassamba à la tête de l'UNPC. Pourquoi le choix de Jean-Marie Kassamba? Puisque nous sommes sans ignorer que dans ce métier, il y a des maîtres, il y a des étapes à traverser. Jean-Marie Kassamba a une expertise de gérer une corporation au niveau de Kinshasa ici. Je pense que grâce à sa façon de faire, grâce à l'expérience qu'il a, il sera en mesure de relever les défis et de voir de quelle manière soutenir les journalistes. Alors, je voudrais justement faire part aussi à Jean-Marie Kassamba, une fois qu'il est élu président des journalistes de l'UNPC, mais aussi songer aux journalistes congolais. Aujourd'hui, le journaliste congolais est victime de beaucoup d'injustices. Le journaliste congolais est contraint de son travail, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas exprimer son point. Une fois que le journaliste essaye de divulguer une information, il arrive des fois que celui-ci est arrêté. Donc, nous demandons à Jean-Marie Kassamba, une fois qu'il est présent, de pouvoir régler cette situation de droit de liberté d'expression aux journalistes. Signalons que le 10e congrès de l'Union nationale de la presse file à l'horizon. Lors de ces assises, cette organisation des journalistes va être dotée de nouveaux dirigeants à travers les élections à tous les niveaux. À l'international, pour terminer, c'était très attendu comme événement majeur de la course à la Maison Blanche. Donald Trump et Kamala Harris ont eu un face-à-face pour le premier débat de la campagne. C'était le mardi 10 septembre à Philadelphie, à Fermi-Vita. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin de ce débat, Kamala Harris est allée galvaniser ses supporters. Nous avons du travail à faire parce que, écoutez, nous pensons qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Mais il nous en reste 56, les gars. Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. C'est serré. Nous croyons ce que nous sommes. Nous croyons au peuple américain. Cette campagne a pour but de rassembler les gens, étant donné que la grande majorité d'entre nous partagent bien plus que nos différences. À 2 mois de l'élection présidentielle, les deux candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées, avec parfois une dose d'allégations qui font débat. Je ne fais que dire la vérité, et si je perds de voix ou si j'en gagne, je m'en fiche, mais c'était mon meilleur débat. Je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé qu'elle était très faible en matière de politique étrangère et sur les questions des frontières. Reste à savoir si les deux prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 4 novembre. C'en est fini avec cette session d'information. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici l'essentiel à retenir. Des tueries à répétition sont signalées dans le territoire de Mambasa en Ituri. La société civile rapporte que la chefferie de Babila Babombi serait encerclée par les ADF et leurs supplétifs. Au Nord Kivu, un élève a trouvé la mort ce mercredi par balle perdue à Niragongo. Les blessés victimes de l'incident ont été admis dans un hôpital local. Enfin, rencontre ce mercredi au Grand Marché entre les travailleurs chez les expatriés et une délégation du gouvernement provincial. Il était question pour l'équipe gouvernementale de s'imprégner des revendications des grévistes. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité que vous accordez à la chaîne du repos. À demain.